Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le nucléaire, cette technologie extraordinaire mise en œuvre à partir des années 50 qui couvre aujourd'hui près de 20% de la consommation finale totale d'énergie en France. Sauf que l'industrie nucléaire produit des déchets dont elle ne sait que faire, et c'est ballot. Alors, pour s'en débarrasser, elle a d'abord commencé tout bonnement par les jeter à la mer. Ces déchets, d'une extrême dangerosité pour des millions, voire des milliards d'années, seraient désormais enterrés à Bure, une minuscule commune du département de la Meuse, au centre du triangle Châlons-en-Champagne, Nancy, Chaumont. Contre une sémantique doucereuse, des passages en force et le mépris des principes fondamentaux de notre chère et prétendue démocratie, des femmes et des hommes imposent le conditionnel et se battent pour révéler aux citoyens les techniques et les ressorts de ce qu'il est légitime de qualifier de mensonge d'État. Michel Marie, bonjour. Bonjour Eric. Merci de me recevoir chez vous, à Saint-Dizier. À vol d'oiseau, nous sommes à 45 km du laboratoire CIGEO de Bure, nom de code du futur site d'enfouissement de déchets radioactifs pour les 300 000 ans à venir. Michel Marie, vous êtes l'un des 3 porte-parole du CEDRA, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Au CEDRA, il n'y a pas de président. En effet, il n'y a pas de président par volonté démocratique et on a choisi des porte-paroles et pas un seul, 3. Je voudrais revenir aussi sur l'aspect des 300 000 ans parce qu'on a tendance, effectivement, c'est un petit raccourci et en fait, on pourrait parler plutôt de millions d'années, voire de milliards d'années, puisqu'on a des radioéléments qui ont une durée de toxicité qui se chiffre en milliards d'années. Donc, vous voyez, on est vraiment plus loin du compte. Et alors, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, l'acronyme CEDRA, il y a, je crois, Michel Marie, un petit jeu avec l'ANDRA, l'Agence nationale de la gestion pour la gestion des déchets radioactifs. Oui, en effet, puisque le premier arrivé sur le territoire, c'était l'ANDRA. Nous, CEDRA, on s'est créé ensuite et donc on peut écrire Andra, CEDRA. Voilà, le ton est donné. Cela étant, Michel Marie, la question du nucléaire, c'est avant tout celle des déchets, comme l'explique Céline Knidler sur terre.tv. Faut-il continuer à produire de l'énergie nucléaire ? Sur cette question, tout le monde a son mot à dire, mais quand on demande ce qu'il faut faire des déchets radioactifs de longue durée et de haute et moyenne activité, là, tout le monde cherche encore une solution. Le nucléaire, c'est un peu le principe de la charrue avant les bœufs. On a commencé à exploiter la technologie nucléaire sans savoir comment on allait ensuite pouvoir gérer les déchets produits. Bon, les scientifiques trouveront bien une solution, mais pour l'heure, ils continuent de chercher. Vous vous souvenez du documentaire de Michael Madsen, Into Eternity ? Il racontait l'histoire du projet de stockage Onkalo en Finlande. Eh bien, on a le même en France, c'est le laboratoire souterrain de Bure, creusé à 490 mètres sous terre. Sa mission, tester la roche et son pouvoir de confinement pour des déchets radioactifs de longue durée et haute et moyenne activité. Et ce, sur des milliers d'années. Prêt pour la descente ? C'était Céline Knidler sur la chaîne terre.tv en 2012. Terre.tv, la première web TV spécialisée environnement et développement durable qui a commencé la diffusion de ses programmes le 15 février 2007, actuellement en transition, mais terre.tv n'arrête pas de diffuser. On la retrouve d'ailleurs sur sa page Facebook. Michel Marie, Céline Knidler nous l'a assez bien résumé. Pour autant, dans votre bouche à vous, Bure, c'est quoi ? Il faudrait déjà expliquer un petit peu ce que c'est géographiquement. Je pense qu'on peut dire que, moi j'ai une belle image, me semble-t-il, c'est une tête d'épingle, Bure. Si vous le mettez sur la carte de France, c'est tout petit, sauf qu'il y a des enjeux qui sont colossaux. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Néanmoins, pour situer, on pourrait dire que c'est un peu au centre d'un triangle, pour faire très vaste, Châlons-en-Champagne, Nancy, Chaumont, c'est un peu au centre. C'est un peu ça, c'est un désert en plus. Mais oui, c'est... Pour bien comprendre aussi, c'est à la limite de 2 régions, l'ancienne Lorraine et la Champagne-Ardenne, et puis c'est à la jonction de 3 départements, Meuse, Haute-Marne et Vosges. Et si j'insiste là, ça va faire comprendre certaines choses, où justement c'est un territoire, j'allais dire, qui n'appartient à personne, en limite de 3 départements, en limite de 2 régions, donc vous voyez un petit peu le... C'est un no man's land. Voilà. Bure, c'est un village avant tout. Alors Bure, c'est un village, et en plus, ça illustre ce qu'on vient de dire, c'est un tout petit village, puisqu'il fait moins de 100 habitants. Alors, la genèse du site, du projet d'enfouissement de Bure, Michel Marie. Alors on pourrait dire 2 choses. La première, c'est qu'avant Bure, il y a eu autre chose. Mais je pense qu'on en reparlera un peu plus loin.
Mais le projet par lui-même, là, date maintenant de 23 ans, puisque c'était en octobre 1993, donc on est vraiment quasiment là. Et donc ce projet est arrivé, mais en fait il n'est pas arrivé à Bure, il est arrivé dans les 2 départements limitrophes, donc la Meuse, qui était quasiment concernée pour tout son territoire, pour la recherche d'un site, et puis une grosse partie de la Haute-Marne. Et c'est que plus tard, quelques années plus tard, que l'État fait fusionner un peu ces deux départements et a retenu la commune limitrophe de Bure. Donc 23 ans. L'enjeu de départ pour l'État, c'est de trouver un site pour pouvoir enfouir les déchets qui résultent de l'exploitation énergétique nucléaire. Eh bien oui et non. Parce que pendant des années, alors le citoyen qui était local, et je vais le dire d'ailleurs, le citoyen local n'a pas été informé. Il a eu, nous, je me souviens, en Haute-Marne, on a eu une information. C'était l'éditorial de notre quotidien JHM, Journal de la Haute-Marne. Je cite son éditorial de mémoire, « Un laboratoire de recherche souterrain, une chance pour la Haute-Marne ». Déjà, on entend 2 choses, laboratoire et une chance. Et laboratoire, pourquoi ? Parce qu'on nous a dit pendant des années et des années, nos élus locaux, mais non, ça n'est qu'un laboratoire. Quand nous disions, mais attendez, derrière, il y a bien une idée de mettre des déchets, de faire quelque chose. Et on a entendu pendant des années que non, ça n'était qu'un laboratoire. Donc j'allais dire déjà au départ, il y a comme une espèce d'entourloupe. Et alors arrive la loi Bataille. C'est un élément majeur dans la progression de ce projet. Alors, sauf que la loi Bataille, effectivement, ça c'est le cœur de la chose, mais la loi Bataille était arrivée avant. Là, le projet arrive ici en 1993, la loi Bataille date de 1991, 2 ans avant. Et là, ensuite, une fois que la loi est votée, effectivement, M. Bataille est chargé de faire le colporteur, c'est-à-dire il a une petite valise, et il va un petit peu à travers toute la France pour chercher des volontaires. Et il trouve 17 départements volontaires, dont la Meuse et la Haute-Marne. Et à la fin de l'année 1993, il fait un rapport au gouvernement en disant, voilà, je vous préconise 4 départements qui sont volontaires, dont la Meuse et la Haute-Marne. Christian Bataille, licencié ès-lettres, député du Nord depuis 1988 et aujourd'hui grand spécialiste de l'énergie nucléaire. Oui, malheureusement, quand on le suit, et nous maintenant, on le suit maintenant depuis 23 ans, notamment au sein de l'OPESC, je n'ai pas dit la peste, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec de nombreux rapports sur le nucléaire et les déchets. Mais quand on devient un spécialiste, même si le mot n'est pas trop joli, mais on se rend compte que M. Bataille, c'est catastrophique. Voilà le genre de parlementaire qui décide de loi. Ça pose question, mais on en reparlera. Alors, en résumé, la loi, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi Bataille, donc la loi 91-13-80 du 30 décembre 1991, relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, du nom d'ailleurs de son rapporteur, Christian Bataille, qui est une loi française promulguée sous le gouvernement Cresson et qui institue un mécanisme de compensation financière pour les collectivités qui accueillent de tels déchets nucléaires. C'est un peu le nerf de la guerre, Michel Marinon, la compensation financière. Oui, mais sauf qu'à cette époque-là, il n'y avait pas du tout d'histoire d'argent. On parlait c'est bien de la recherche scientifique, il y a des déchets nucléaires, et Bataille préconisait 3, ou sa loi préconisait 3 voies de recherche, laboratoire, transmutation, c'est-à-dire essayer de diminuer par la physique, chimie, etc., diminuer la nocivité des déchets, ce qui était intelligent. Et puis la 3e voie, c'était de travailler sur le conditionnement pour essayer d'améliorer, etc. Donc elle était beaucoup plus axée sur l'aspect scientifique. On parlait un peu d'argent, mais pas beaucoup à cette époque-là. Évidemment, le gros problème, bien sûr, du nucléaire, c'est on démarre une activité sans finalement savoir ce que l'on va faire de ces déchets. Et puis, on s'aperçoit aussi que le fondement même du choix de Bure, du site de Bure en Haute-Marne, n'est peut-être pas dû uniquement aux caractéristiques de son sous-sol. Aucune raison de s'inquiéter. Spécialiste du retraitement des déchets nucléaires, la France risque de devenir le dépotoir de l'Europe. Tout va bien. Ici, vous êtes dans un plateau vallonné avec de belles forêts et il y a 6 habitants au kilomètre carré. Voilà la raison exacte de la venue du laboratoire, enfin du futur laboratoire, ici à côté de Bure. On indique que la géologie au départ était favorable, mais plus on cherche et plus on avance et plus on examine les résultats, il se trouve qu'on a de très très sérieux doutes sur la qualité de la géologie et pouvoir contenir et bloquer les radionucléides qu'on voudrait mettre au fond. C'était un extrait d'une vidéo réalisée par Alain Riès et produite par Recyclage Prod en 2007 à partir d'images et de sons provenant de reportages tournés pour l'actualité par les chaînes de la télévision française. Michel Marie, la personne que l'on vient d'entendre dans cet extrait n'est pas n'importe qui.
En effet, c'est André Moureau à qui nous avons vraiment une pensée chaleureuse, qui est décédé malheureusement depuis quelques années. Et André Moureau, à cette époque-là, quand le projet est arrivé, venait d'être en retraite, géophysicien, quand même, il faut le dire, qui avait bourlingué partout à travers le monde, une pointure. Et il a passé sa retraite, il a passé toutes ces années de retraite, justement, à travailler journellement, tous les jours, sur le projet de Bure. Et donc, on lui doit beaucoup, justement, sur tous les aspects scientifiques. Alors, il explique, on l'entend dans cet extrait, que... il le dit clairement, c'est même pas un sous-entendu, que le choix du site de Bure n'est pas probablement uniquement dû aux caractéristiques du sous-sol, mais bien parce qu'on est à 6 habitants au kilomètre carré. Il faut rappeler que la moyenne française tourne plutôt autour de 118, selon les chiffres INSEE 2015, Michel Marie. Oui, et c'est important effectivement de le dire, et on ne peut pas comprendre Bure, justement, si on ne se remet pas un petit peu dans le contexte. Et quand ce projet est arrivé, et on va faire le lien avec André Moureau. Quand le projet est arrivé, en fait, j'allais dire, les citoyens ici étaient naïfs, je vais employer le mot, parce que ça vient par des grands élus, parce que ça vient par l'État. Donc ça ne peut être que, j'allais pas dire positif, mais honnête. Voilà, j'aime assez ce mot. Ça ne peut être que honnête. Et en fait, André Moureau était exactement, qui est pourtant plus de bouteilles notamment que moi à cette époque-là, et André Moureau était exactement de la même manière. Lui, il a cru aussi que la géologie, bon, même s'il avait des doutes, et en fait, c'est toutes ces recherches qui ont fait qu'il s'est posé un tas de questions. Et je me souviens, à cette époque-là, il me téléphonait quasiment tous les jours et en me disant, écoutez, là, ça y est, j'ai trouvé, le projet va s'arrêter. Je viens de découvrir une tare géologique, alors X ou Y, on va en parler. Et puis André Moureau s'est rendu compte que pas du tout. Il avait beau montrer les arguments que ça ne tenait pas la route, ce projet à Bure, et en fait, le projet continuait. Donc, j'allais dire, c'est une vraie découverte. Il a fallu du temps pour comprendre que, je parlais d'entourloupe tout à l'heure, mais je crois que c'est un mot qu'il faut vraiment ressortir. En fait, ce que vous évoquez là, Michel Marie, porte-parole du collectif contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, c'est finalement le volet, j'allais dire, sociologique du dossier Bure, où on s'aperçoit que au-delà de la dimension scientifique, il y a aussi toute une forme presque d'infantilisation de la population, où on joue sur les ors de la République, sur l'aura scientifique. Et je le découvre avec vous, c'est peut-être quelque chose que je n'avais pas forcément perçu, que forcément, si ça vient de Paris, dans une petite campagne rurale de la Meuse profonde et de la Haute-Marne, c'est forcément quelque chose de sérieux, et on ne peut pas, sauf à passer pour ridicule et imbécile, le contredire. C'est exactement ça, c'est vrai. Et alors j'insiste justement sur le fait qu'il a fallu bien du temps et des années aux locaux, et notamment aux citoyens qui sont associés dans les associations, pour comprendre comment ça fonctionnait et que c'était comme ça. Et c'est ce que je traduis moi un petit peu par l'éveil citoyen, puisqu'à cette époque-là on ne parlait pas trop de citoyenneté, de citoyens, maintenant beaucoup plus, mais je pense que c'est une démarche qui fait ouvrir les yeux. Et quand on ouvre les yeux, malheureusement, ça n'est pas très joli. Alors, on pourrait quelque part, puisque vous parlez de résistance et d'ouverture des yeux, on pourrait d'une certaine façon, en termes en tout cas d'impact environnemental, même si Bure a un impact, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des millions d'années, un certain parallèle avec l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Michel Marie. Pour autant, la médiatisation du premier n'a rien à voir avec ce que j'appellerais moi une sous-médiatisation de Bure, alors que l'enjeu, on le voit, est nettement supérieur. Oui, et c'est ce qu'on entend dire dans les fameux GPII maintenant, Grand Projet Inutile et Imposé, et on dit que le Bure est le plus monstrueux, et pourtant on n'en a pas parlé pendant 20 ans ou si peu que ça pose question. Alors précisément, j'allais vous poser la question, pourquoi Michel Marie ? Alors pourquoi ? Alors quand on fait un peu d'histoire, on sourit parce que Notre-Dame-des-Landes, voilà quelques années, je vais dire 2009, c'est pas si loin que ça, personne n'avait jamais entendu parler de Notre-Dame-des-Landes. Et Notre-Dame-des-Landes a demandé aux gens de Bure de venir à un de leurs rassemblements estivaux au mois d'août pour expliquer comment marchait la résistance de Bure, parce qu'à cette époque-là, on avait une vraie résistance, même si on n'en parlait pas. Et donc, les gens de Notre-Dame-des-Landes se tournaient vers nous pour savoir. Et maintenant, ça a basculé complètement, puisqu'on entend parler de Notre-Dame-des-Landes partout. Mais ce qui s'est passé en 2009, c'est que justement, il y a eu tous ces jeunes qui sont arrivés, je dis jeunes parce que dans la mouvance, c'était beaucoup ça, qui ont fait la fameuse ZAD, la zone à défendre. Et c'est de là que le projet de Notre-Dame-des-Landes, ou la résistance de Notre-Dame-des-Landes, a pris une autre ampleur et dont on a entendu parler de plus en plus. Alors maintenant, pour boucler la boucle, ce qui est intéressant, c'est que justement tous ces GPII, Notre-Dame-des-Landes, Sivins, Bure, etc., se sont mis en commun. Et par exemple, Notre-Dame-des-Landes, qui vient de faire encore son rassemblement là, cet été au mois de juillet, 9 et 10 juillet, vient d'inviter Bure. Alors, il y avait je ne sais combien d'acteurs de Bure qui se sont déplacés pour expliquer la démocratie, la géologie, les entourloupes démocratiques, etc. Donc maintenant, il y a une vraie osmose, j'allais dire, sur les citoyens engagés. Est-ce que ça veut dire, Michel Marie, que
on aura de plus en plus d'opposition physique et de présence aussi, pourquoi pas ces jeunes et des moins jeunes du reste, puisque tout le monde est concerné, à Bure. Oui, et forcément, parce que justement, on se rend compte que partout, on a exactement les mêmes problèmes. On a parlé à un moment de convergence des luttes, c'était une expression. Alors moi, même si ça ne me plaît pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a au moins une mise en commun. Et on se rend compte que partout, dans tous ces projets-là, on a exactement les mêmes torts. Et finalement, des tares qui sont liés à une forme d'obstruction de l'éveil citoyen. Et à Bure, d'une certaine façon, on joue peut-être aussi comme ailleurs à l'apprenti sorcier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était un extrait de L'apprenti sorcier interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France au Théâtre du Châtelet. C'était le 21 juin 2009 lors de l'émission de Jean-François Ziegel sur France 5. L'apprenti sorcier, poème symphonique composé en 1897 par Paul Dukas, Paris 1865-1935, inspiré par une ballade du poète et homme d'État allemand Johann Wolfgang von Goethe et popularisé par le fameux dessin animé Fantasia de Walt Disney sorti en 1940 avec Mickey dans le rôle-titre. Dans le rôle-titre à Bure, c'est plutôt vous, Michel Marie, avec les membres du collectif. Est-ce que c'est le titre de cette œuvre qui vous l'a fait choisir comme intermède musical dans notre entretien ? Oui, forcément, mais l'acteur principal, donc le fameux Mickey, n'est-ce pas, l'apprenti sorcier, avec les grandes oreilles. Pour moi, voilà, pour moi, c'est l'État. C'est l'État et c'est l'Andra. On s'est lancé dans le nucléaire. Voilà, il est propre, il est sûr, il est tout ce qu'on veut, il va nous rendre beau, enfin. Et puis, on se rend compte qu'il y a un vrai problème, c'est les déchets. Et les déchets, on a trouvé la solution magique, c'est les enfouir. Et on commence à enfouir, on commence à faire ce CIGEO, etc. Et on commence à se rendre compte, grâce à des André Moureau, Paul Huvelin, Antoine Godineau et autres, des scientifiques, Bertrand Tullier, que non, pas du tout. Ça n'est pas du tout une solution. Au contraire, on est en train de faire une folie. Donc, on est en plein dans l'apprenti sorcier. On se lance complètement. Et puis, on est débordé par les événements. Et l'avantage de l'apprenti sorcier, c'est qu'il y a un maître qui est là. Et le maître arrive au bon moment. Mais sauf que nous, on n'a pas de maître. Donc, où est-ce qu'on est en train d'aller ? Est-ce que finalement, cette affaire de Bure, parce que quand on s'intéresse un tant soit peu, en plus aujourd'hui, les citoyens ont tous accès à des quantités énormes d'informations, donc pour peu qu'on veuille un tout petit peu s'informer, l'affaire tourne quand même assez rapidement, Michel Marie, au mensonge d'État. Et en vous écoutant, je pense bien évidemment
à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, où on nous a expliqué, on sait aujourd'hui que c'était un mensonge d'État, que le nuage radioactif s'est arrêté grâce aux ailes des douaniers français à la frontière entre l'Allemagne et la France. Oui, quand on parle de mensonges et de mensonges d'État, on est en plein dedans. Mais encore une fois, je rappelle qu'il nous a fallu des années pour intégrer cette notion qu'on n'imaginait pas déjà au départ. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe, c'est un peu ça l'idée. Peut-être, c'est certainement ça, effectivement. Et en fait, c'est la pratique de terrain qui nous a démontré qu'effectivement, il y avait un vrai problème à ce niveau-là. Déjà, quand on a dit tout à l'heure, mais quand on nous a parlé de laboratoire, c'est beau, c'est positif. Et quand on découvre plus tard que non, derrière le laboratoire, il y a un centre d'enfouissement de déchets radioactifs, et lesquels. Mais on a découvert de ces mensonges, il y en a, j'allais dire, il y en a énormément. Et il n'y a pas seulement les mensonges, j'allais dire, il y a tous ces aspects démocratiques, ces outils démocratiques. Je pense aux enquêtes publiques que tout le monde connaît. Je pense au débat public maintenant qu'on a pour tout sujet un peu important. Je pense au CLIS, Comité local d'information et de suivi mis en place autour de Bure. Donc vous pouvez en faire partie, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger, vous pouvez aller chercher des informations et à la fin vous vous dites mais ça sert à quoi ? C'est comme si on vous demandait pour une salle des fêtes, choisissez la couleur. Mais de toute façon la salle des fêtes elle est déjà décidée. Donc vous voyez, il y a le mensonge, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière un petit peu. Puis j'allais dire ça va encore beaucoup plus loin. Puisqu'on se rend compte aussi, mais ça rejoint un petit peu la même chose, on achète les consciences. On est capable ici, dans un pays qui n'a plus d'argent dans les caisses, on est capable de nous donner 60 millions d'euros par an aux 2 départements, chaque département 30 millions d'euros, pour faire ce qu'on veut, rénover des façades, etc. etc. L'Andra donne de l'argent à nos clubs, nos sociétés, etc. etc. Donc c'est abominable, j'allais dire, en démocratie. Ça... En même temps, ces sociétés, les conseils généraux, les conseils départementaux acceptent cette manne financière, Michel Marie. Oui, alors c'est peut-être la question justement qui se pose de la citoyenneté. Est-ce qu'on est bien représenté ? Alors on pourra toujours nous rétorquer qu'effectivement les élus sont élus, c'est le cas de le dire, donc ils sont choisis par la population, donc ça reflète la population. Et oui, c'est ça, on a les élus qu'on mérite. On a les élus qu'on mérite, tout à fait. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, moi je ne sais pas où est la réponse, mais il est clair quand même que quand on amène des faits sur la table, voilà des déchets nucléaires, voilà ce que c'est que l'enfouissement avec toutes ces tares, la réponse qui vient à l'esprit, j'allais dire de sagesse, c'est de dire, trouvons une vraie solution aux déchets, mais pas un pis-aller pour ceux qui vont arriver derrière nous comme ça. Michel Marie, voilà 50 ans qu'on nous explique que le nucléaire est sûr et absolument sans danger. Et en même temps, depuis 50 ans, on renforce régulièrement les dispositifs de sécurité. Et oui, si ça n'ouvre pas les yeux, c'est pour ça qu'on revient un petit peu à la question qui était avant, des élus. Les élus sont-ils responsables ? J'allais dire, quand on amène des faits aux yeux des élus, les élus devraient se dire, errare humanum est, devraient se dire effectivement, on a fait une erreur, marche arrière. Si on veut aller dans le bon sens. Et là, manifestement, pas du tout. Au moins en France, on s'enferme complètement. Je vais reciter encore André Moureau une nouvelle fois qui disait « Mais le nucléaire, c'est comme une baignoire qui est en train de déborder. La première chose à faire, plutôt que de prendre le seau et la serpillière, c'est de fermer le robinet. » Sauf qu'en France, on ne ferme pas le robinet, mais on en ajoute un second qui s'appelle réacteur EPR à Flamanville, dont on parle tant en ce moment en Grande-Bretagne. Donc on marche sur la tête complètement, et là, ça pose une vraie question, oui. En même temps, j'imagine que, Michel Marie, les enjeux économiques, financiers, en termes de lobby, sont considérables. Bien sûr, ils sont considérables et on comprend, on arrive à comprendre après pourquoi justement il y a une frénésie pour faire accepter. C'est même pas pour accepter, c'est pour imposer ce genre de projet. Et j'allais dire quelque chose, par exemple ici on assiste à une vraie colonisation du territoire. Et j'appuie sur le mot colonisation. Il n'y avait que l'Andra au départ et puis ces dernières années, on voit des entreprises d'EDF, du CEA, Commissariat de l'énergie atomique, qui s'installent un petit peu partout tout autour de Bure, dans les 30, 40, 50 km. On a un lycée par exemple qui vient d'ouvrir une formation nucléaire pour nos jeunes, comme si on avait que ça à leur offrir. Et puis le dernier point, on entend parler à Gumont, là, dans la vallée de la Marne, donc c'est la Marne, c'est Paris derrière, etc. Une usine qui s'installerait pour récupérer les ferrailles contaminées du monde nucléaire, du démantèlement des centrales, avec toutes les contaminations derrière. Donc voilà, pour faire accepter le projet de Bure, on vous amène de l'emploi. À vous entendre, Michel Marie, nucléaire et démocratie ne font décidément pas bon ménage. Je voudrais qu'on dise un mot de la question du site de Bure. La semaine dernière, dans le cadre de la loi Macron qui est passée par le 49.3 et qui du coup fait qu'il n'y a pas vraiment eu de débat, il y a un amendement qui a été glissé en catimini sur un projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. D'abord, est-ce que vous nous confirmez que ce projet aura bien une existence, que ça se fera ?
Il a été voté. Donc, il a été voté sans être véritablement voté, on est bien d'accord. Oui, mais il avait déjà été voté donc il y a plusieurs années sur le principe. Le principe a été acquis. Mais ce qu'il faut le savoir, c'est que premièrement, il y a le principe de réversibilité. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à l'enfouissement des déchets nucléaires. D'ailleurs, je m'y suis opposée dans mon département où il y avait un projet d'enfouissement des déchets nucléaires dans les roches granitiques du nord de Sèvres, et cela il y a plus de 10 ans. Parce que je pense qu'il faut que les technologies... Mais alors pourquoi est-ce que vous le laissez faire dans la Parce que ce principe, cette décision a été prise par le gouvernement, et en même temps, ce à quoi j'ai veillé, moi, en tant que ministre de l'Environnement, par rapport à cette décision prise dans le cadre de la loi du ministre de l'Économie, c'est que ce principe soit réversible. Apolline de Malherbe recevait Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, dans le Bourdin direct sur BFM TV et RMC. C'était jeudi 16 juillet 2015. Michel Marie, dans cet entretien, dans cet extrait, on évoque bien sûr cet amendement concernant Bure, mais glissé dans une loi, la loi Macron, adoptée, on le sait, par l'article 49.3, donc un passage en force, un amendement qui n'a a priori rien à voir avec le thème même de la loi. Il n'a rien à voir du tout. Mais ça mérite qu'on s'arrête quand même sur l'affaire, parce que ça démontre un petit peu, grâce à Bure, comment sont votées nos lois. Et là, par exemple, avant cette loi travail et la loi Macron, il y a eu la loi transition énergétique. Et si on ajoute ces deux lois-là, il y a eu un premier amendement qui avait été mis dans la loi travail, qui a été retoqué sur la pression, parce que nous, on a dénoncé effectivement que ça n'avait rien à faire là-dedans. Et il y a toujours eu un député ou un sénateur qui a ramené un nouvel amendement. Et entre ces deux lois, transition énergétique et Macron, on en est arrivé à 14 amendements. Et le dernier, effectivement, c'était celui avec le 49.3, donc ils étaient sûrs que c'était plié. Donc c'est un vrai déni de démocratie, ça pose de vraies questions. Mais on va aller encore plus loin, on a la loi réversibilité, dont on vient d'entendre parler, qui nous vient d'être votée justement au mois de juin récemment. Mais quand elle est passée au Sénat, elle a été votée à 5 heures du matin, on imagine avec le nombre de sénateurs, et quand elle est passée auprès des députés, là il y avait... même pas une vingtaine, moi j'ai calculé, ils étaient 13 députés présents, et on ne peut même pas savoir qui a voté quoi parce qu'ils ont voté à main levée. Et donc là, il n'y a pas de texte. J'ai eu un vice-président de l'Assemblée nationale au téléphone pour lui demander comment puis-je savoir pour savoir qui a voté. Monsieur, on ne peut pas savoir, on a voté à main levée. Et le citoyen, quand il découvre tout ça aussi, mais voilà comment la loi de Bure a été votée. On est parti pour 1 million, 2 millions, 10 millions d'années, et voilà en une paire d'heures, la chose qui est bâclée par... donc c'est sidérant. D'ailleurs, Michel Marie, Ségolène Royal... on va dire que c'est un lapsus dans l'entretien que l'on vient d'entendre, évoque une décision prise par le gouvernement. Et oui, alors que normalement, là, et c'est flagrant, c'est le Parlement qui devrait prendre la décision. Donc là aussi, on est en train de se dire où est le vrai pouvoir et qu'est-ce qu'on nous raconte au juste. Et là, on se rend compte qu'effectivement, l'illustration majeure, que quand on parle des lobbies, quand on parle que les décisions sont prises dans les couloirs, là, c'est clair. Mais même, j'allais dire, les médias nationaux se sont emparés de cette affaire des amendements de Bure et de la loi de Bure parce que c'est vraiment invraisemblable en France. On entend de plus en plus parler dans ces questions concernant l'aménagement du territoire, les grands travaux, etc., de questions ou d'invitations à la désobéissance civile, Michel Marie. En fait, à la réflexion, je me demande si le terme est bien approprié, parce que vous êtes, vous, au CEDRA, au collectif contre les déchets nucléaires de Bure, des légalistes, vous respectez la loi, mais finalement ce que vous contestez, c'est le processus d'adoption des lois. Un peu comme si on laissait la clé de la Maison France à 925 parlementaires, il faut rappeler 577 députés et 348 sénateurs, les uns élus pour 5 ans, les autres pour 9 ans, enfin bref. On leur laisse les clés pendant leur durée de mandat, qui souvent est renouvelable, et puis surtout, on ne doit pas, il ne faut pas se mêler de ce qui se fait dans l'hémicycle pendant cette période-là, allez, par 1000 citoyens qui décident pendant leur période de mandat de ce qui doit se faire et pas se faire en France. Et oui, et quand on découvre ça, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce système de gouvernance, effectivement ? Alors il faut, je ne sais pas si les citoyens sont vraiment conscients de ce système qui nous gouverne, mais je dis gouverne au sens large, hein, il n'y a pas de droite et de gauche, hein, et ça pose la question de fond sur notre système démocratique. Et est-ce qu'on se satisfait de ce système démocratique ? On va faire quand même une illustration, Sivens, tout le monde a entendu parler de Sivens, de ses projets, etc. Et le barrage, et maintenant dans le Tarn, et maintenant que les affaires sont terminées ou quasiment
Derrière un mort, un jeune, c'est quand même désolant. Et derrière tout ça, on vient de se rendre compte que le dernier rapport qui vient d'être pondu, c'est l'État en plus, dit que c'était un projet qui effectivement était complètement pipé. Il n'avait aucun avantage. Et là, on dit tout ça pour ça. Alors que si on avait fait de la démocratie, j'allais dire de la vraie, dès le départ, bien sûr, on n'en serait pas là, et à Bure de la même manière. Est-ce que ça veut dire, Michel Marie, que malgré tout, les consciences s'éveillent? Est-ce que vous ressentez quelque chose, allez, j'allais dire, sur le terrain? Oui, alors ça, c'est extraordinaire, parce que je le dis assez, j'ai 23 ans de pratique, moi, malheureusement. Mais j'allais dire, jusqu'à il y a 5 ans, à peu près, il fallait être fou pour être contre un projet comme l'Andra, contre l'État, etc. Pourquoi? Et depuis 5 ans, parce que c'était vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Et moi, quand je dis le pot de terre contre le pot de fer, c'est pire que ça. C'était vraiment, on était ridicule. Les citoyens ne pèsent rien du tout. Et depuis 5 ans, il se passe vraiment des choses. Je dis 5 ans, c'est à la louche, hein, mais il se passe des choses et on sent que l'opinion est en train de varier. Simplement, on ne voyait plus de jeunes. On n'en voyait plus de jeunes. Les jeunes ne s'intéressaient pas à ce qui les concernait. Et puis, depuis 5 ans, on voit des jeunes qui reviennent de plus en plus. Et maintenant, on en voit partout, aller partout. Les jeunes se prennent en main. Les jeunes se... Alors, avec des autres formes j'allais dire, d'engagement que les anciens, ils ne sont pas dans les syndicats, ils ne sont pas dans les partis politiques, ils ne sont pas dans les associations, mais ils sont sur le terrain. Et ça, c'est très encourageant pour aller vers un avenir, j'allais dire, meilleur. Anéantir la terre pour enfouir ce fatras de poubelles nucléaires soutenues par l'Andra. Anéantir la terre pour enfouir ce fatras de poubelles nucléaires soutenues par l'Andra. Terrien, face au nucléaire. Terrien, prends-toi par la main. Terrien, face au nucléaire. Terrien, prends-toi par la main. Pieuvre tentaculaire voudrait nous imposer ces déchets nucléaires à jamais sous nos pieds. Pieuvre tentaculaire voudrait nous imposer ces déchets nucléaires à jamais sous nos pieds. Terrien, face au nucléaire. Terrien, prends-toi par la main. Terrien, face au nucléaire. Terrien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. La chanson de Dominique Loquet pour le rassemblement de Bure le 7 juin 2015. Michel Marie, porte-parole du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Ça, c'est une chanson qui vous parle, ça? Et oui, forcément. Et on entend un mot, ça transpire dur, c'est l'éthique. Et je pense que pour moi, le fond du c'est qu'à de le dire à Bure, le fond du problème, c'est bien ça, c'est le manque d'éthique, c'est le mot-clé. Mais si on remettait de l'éthique dans ce dossier-là, mais si on le remettait dans la démocratie ou si on le remettait dans tout, on aurait un monde complètement différent. Donc c'est pour moi un mot-clé. Et il est, j'allais dire, il est à la mode maintenant, mais il y a quelques années, il y a 2-3 ans, surtout à Bure, personne n'en parlait de l'éthique. Et je vais quand même dire 2 mots sur cette affaire-là. C'est l'évêque de Troyes, Marc Singer, qui s'était fait houspiller par nous, parce qu'il ne s'intéressait pas trop au sujet. Il a la poubelle nucléaire de Soulaine chez lui, dans l'Aube. Et puis, il a décidé de faire un groupe de réflexion. Voilà. On m'a demandé d'y participer. Moi, j'ai dit non au départ parce que je ne suis pas croyant, parce que ceci, parce que cela, j'ai pas de temps et autres. Je suis opposant notoire. Et puis, en fait, le petit groupe de cette époque-là a insisté. Je m'y suis retrouvé. Et quand on s'est retrouvé la première réunion, en fait, on s'est dit, on va parler de Bure, mais de quoi? Et on est venu très, très vite à trouver comme fil rouge l'éthique. Et on a travaillé pendant 1 an et demi, tous les mois, à se retrouver, à éplucher le dossier Bure sur les aspects, le vocabulaire par exemple, c'est pas des déchets, c'est pas des fûts, c'est des colis, c'est déjà tout à fait différent, n'est-ce pas? Et puis il y a plein de vocabulaire comme ça, et puis toutes les tares dont on a parlé tout à l'heure, les tares géologiques, on pourrait parler et autres, et on a fait il y a eu un vrai travail, donc un rapport, et au bout d'1 an et demi, qui démontre que effectivement au niveau éthique, il y a un vrai problème avec ce dossier. Alors on évoquait, Michel Marie, en début d'entretien, le mensonge d'État avec un laboratoire qui n'en est pas un, puisque là aussi, je veux dire, il ne faut pas forcément sortir de grandes écoles pour comprendre qu'un laboratoire n'a pas besoin d'infrastructures aussi énormes. Bon, premier point. Mais apparaît aussi, alors vous évoquez à l'instant le vocabulaire, donc toute cette sémantique, j'imagine, parfaitement travaillée par l'Andra et CIGEO. Un dernier point que vous dénoncez régulièrement dans vos publications, Michel Marie, c'est ce principe de réversibilité. Oui, en effet. Alors, il faut voir que ce principe n'existait pas à l'origine. Même si on le trouve un petit peu dans la loi Bataille de 1991, en fait, on a pu découvrir que ce sont les Canadiens, des sociologues. Alors, j'aimerais, avant cela, Michel Marie, que vous nous réexpliquiez en quoi consiste ce principe de réversibilité. Oui. Alors, la réversibilité, c'est l'art et la manière d'aller rechercher des fûts au fond de la galerie, à 500 mètres de profondeur, s'il y avait un problème ou si on trouvait une solution miracle pour retraiter ces déchets.
Donc on imagine 300 km de galeries, d'alvéoles, etc., etc. Vous avez un fût qui fuit ou autre, il faut aller les rechercher. Et on nous promet, depuis cette loi toute récente, la loi réversibilité, qu'on pourrait les rechercher sans aucun problème. Et l'inconvénient, c'est que tous les scientifiques, techniciens et autres, sérieux, vous disent, attendez, comment est-ce qu'on peut aller chercher des déchets qui vont être enfouis dans une alvéole avec des eaux de fût dedans? Donc c'est mission impossible. Alors techniquement... D'autant que le peu que j'ai pu lire et voir des communications de l'ANDRA, le but précisément de l'enfouissement, c'est de les rendre totalement inaccessibles. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc là, il y a une ambiguïté monstre. Et en fait, l'idée, je termine juste en disant que, bon, techniquement, ça serait peut-être possible, mais qui est-ce qui irait les rechercher? On imagine les toxicités et autres. Et puis, le coût. Et le coût, ce n'est pas nous qui mettons de l'argent de côté pour nos descendants s'ils voulaient y aller, c'est eux qui seraient obligés de payer. Donc, au niveau éthique, il y a encore un autre problème. Mais c'est vrai que quand vous appuyez sur la chose, c'est pourquoi alors cette réversibilité, alors qu'on nous dit assez qu'effectivement, dans 120 ans, il faudrait fermer hermétiquement pour qu'il n'y ait plus de problème. Mais tout simplement parce que les sociologues se sont rendus compte que enfouir, ça fait peur aux gens, surtout les élus locaux qui prennent les décisions. Mais il suffit de leur dire, non mais attendez, c'est de l'enfouissement, mais ça sera réversible. Et là, vous avez un verrou psychologique qui saute en disant « Ah, si on peut les rechercher, allons-y, on vous donne le feu vert. » Vous voyez un petit peu encore, on est toujours dans le même schéma. Est-ce qu'il y a, Michel Marie, des opposants aux opposants à Bure? Oui, il y a des opposants aux opposants. Je pense notamment à un certain nombre d'élus parce qu'il y a cet argent qui dégouline. Ça, c'est un député local qui le disait. Ici, l'argent dégouline. Allez voir nos petits villages là-bas qui est en train de mourir. Moi, j'ai toute ma famille dans ces villages. Montreuil-sur-Tonance et bien d'autres. Et maintenant, vous avez des lampadaires. Enfin, tout le monde dit c'est Versailles quand on les traverse. Donc, c'est de l'argent plus qui est gaspillé. C'est l'argent public, quand même, il faut le dire, et qui est gaspillé. Donc, on a des opposants. On a des gens qui s'accrochent effectivement à ce projet parce qu'il y a des avantages. Ils ont des avantages. On disait tout à l'heure qu'il y a une montée en puissance. Est-ce que les consciences... alors, sans forcément prendre parti pour ou contre, mais est-ce que le débat s'instaure? Oui. Alors le débat, pas vraiment. J'allais dire, il y a un vrai blocage quand même. On sent bien que c'est un sujet tabou. Voilà, c'est un mot qu'on n'a pas encore employé. Il ne faut surtout pas parler de Bure, parce que on sent bien au fond de soi-même que c'est quand même pas un bon projet, mais il y a de l'emploi. J'ai le cousin qui travaille, j'ai le beau-frère, et puis il y a cet argent que je disais qui était là. Donc il n'y a pas de débat. Mais par contre, il y a une sérieuse prise de conscience. C'est clair, on le voit bien, les gens dans la rue qui nous abordent, et on sent bien que des gens qui étaient pour le projet il y a quelque temps, maintenant ont basculé et au fond d'eux-mêmes sont contre. Et puis Fessenheim aussi a beaucoup fait parler, et continue à faire parler, la centrale nucléaire bien sûr de Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire française. Non, pas de déchets à Bure. Non, pas de déchets à Bure. Ils veulent produire l'électricité moins chère. Ils se foutent pas mal de la terre. Enterrer les problèmes, il y aurait des conséquences. Et quelle terre laisserez-vous à votre descendance? Non, pas de déchets à Bure. Allez, tu chantes. Non, pas de déchets à Bure. Les syndicats. Non, pas de déchets à Bure. Non, pas de déchets à Bure. Les manifestos ne pas plus de poubelles. Regarde la nature, elle est hyper. Pour une énergie nouvelle. Que notre terre reste toujours la même. Détruire notre nature, il faudra nous passer sur le corps. Non, pas de déchets à Bure, car ici on n'est pas d'accord. Non, pas de déchets à Bure. Allez, dis non. Non, pas de déchets à Bure. Non, pas de déchets à Bure. Non, pas de déchets à Bure. De beaux paysages, la mer, la montagne, les vallées sauvages. Arrêtons d'agir comme des débiles, faisons conscience que la terre est très fragile. Nous on est des écolos rigolos, on voudrait remonter le niveau. On n'aime pas utiliser la force, mais faites du mal, on devient des animaux féroces. Non, pas de déchets à Bure. Non, pas de déchets à Bure.
l'évoquait, Michel-Marie, Fessenheim, c'est parce que ce que l'on vient d'entendre, ce sont les Bures à l'heure en concert, précisément à Fessenheim, en Alsace, le 12 janvier 2014. Michel-Marie, en tant que porte-parole du CEDRA, le collectif contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, est-ce que vous diriez de vous que vous êtes un lanceur d'alerte ? Restons quand même les pieds sur terre et restons un petit peu humbles, j'allais dire. C'est peut-être ce qui manque un peu beaucoup à notre époque actuelle, mais c'est vrai que tous ces gens-là qui lancent des alertes, mais en fait, quand ils le font au départ, souvent, ils n'en sont même pas conscients du tout. Ils découvrent, moi c'est mon cas, effectivement, on découvre un projet, et j'allais dire, j'aime assez dire, moi, au départ, il faut, en tant que citoyen individuel, il faut s'informer. C'est la base de tout, l'information. Et c'est seulement à partir de là qu'on voit si ce projet, celui-là ou un autre, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose, est-ce que c'est vraiment aussi positif qu'on nous dit, est-ce que, etc. Et c'est là qu'on vient effectivement des lanceurs d'alerte, puisqu'on les appelle comme ça maintenant. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas d'individu. Par exemple, nous, très rapidement, on s'est créé en association, en Haute-Marne comme en Meuse, par exemple. Donc, c'est l'association, la force, en fait. Et puis, dans cette association, et on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une richesse extraordinaire, en France notamment, c'est que vous avez justement des gens qui n'ont rien à voir ensemble et qui se retrouvent, on parlait des scientifiques tout à l'heure, André Moureau et autres, qui se retrouvent, qui apportent leurs compétences, alors que le citoyen lambda, tel que moi, n'y connaît rien du tout. Donc, c'est ça la richesse, c'est vraiment l'association. Est-ce que l'idée, c'est précisément d'allumer aussi la lanterne de vos concitoyens, Michel-Marie ? Je pense alors là que oui, parce qu'effectivement, moi je le vois bien, je suis d'ici, donc je le dis souvent aussi, je fais des bringues le samedi à droite à gauche. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens parce que je suis connu, on voit toujours, tiens, il y a Michel qui est là, va voir, il va t'expliquer ceci, cela. Et beaucoup de gens en fait connaissent un petit peu le sujet, mais de manière très superficielle. Ils tombent de haut, par exemple, quand on parlait tout à l'heure, comment est faite une loi CIGEO, une loi Bure, les gens tombent absolument de haut et sont outrés de voir comment ça peut se fonctionner comme ça. Donc effectivement, les associations ont un rôle, j'allais dire, d'ouverture d'esprit, d'information, mais pour faire bouger la société dans le bon sens, encore une fois. Vous expliquez, Michel-Marie, que c'est une progression chez vous, une prise de conscience, un peu comme une lanterne qui s'allume progressivement, et c'est peut-être aussi ce qui vous fait vous engager, mais à un point où c'est devenu quasiment votre emploi aujourd'hui. Oui, c'est vrai, quand j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'imaginais pas que j'allais abandonner ma vie, quasiment, il faut que le dire comme ça. Le citoyen qui découvre, mais je pense que ce qui me marquait, moi j'ai peut-être un enfant attardé, puisque quand on est enfant, c'est beaucoup la justice qui nous guide, on réagit beaucoup à la justice. Et moi j'ai conservé ça, je crois. Encore maintenant, je suis chez Amnesty International par exemple. La justice, non. Pourquoi des gens se permettent, des individus peuvent se permettre de ceci, de cela. Bon, et là, on est exactement dans ce schéma-là. Donc, on n'a pas d'autre choix, j'allais dire, quand on découvre ça, de s'impliquer. Et comme on n'est pas tout seul, ça permet justement de dire, bon, on peut faire des choses. Mais vous dites, Michel-Marie, que vous avez abandonné votre vie, c'est-à-dire ? Vous parliez du métier, effectivement. J'ai été militant associatif, donc bénévole, même si c'était bénévole actif pendant des années, et jusqu'au jour où on s'est dit, le bénévolat, c'est bien, mais ça, c'est limite. Et si on demande à tous nos adhérents, qui ne sont pas très très nombreux malheureusement, mais si chacun donnait 10, 15, 20 euros par mois, on peut salarier quelqu'un, même si c'est un SMIC, même si c'est un mi-temps, un 3/4 de temps. Et nos adhérents ont dit oui tout de suite. Et du coup, je me suis porté volontaire, j'ai abandonné mon métier. Et donc, je suis devenu permanent, salarié du CEDRA, par exemple. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je suis maintenant un professionnel, même si j'y passe bien plus que 8 heures par jour. Est-ce que c'est indiscret, Michel-Marie, de vous demander quel était votre parcours préalablement, votre formation, votre métier, avant d'être permanent du CEDRA ? Non, c'est pas du tout indiscret. J'étais ambulancier et je pense que c'est un métier justement qui me faisait toucher un peu la détresse humaine, la maladie forte où on se remet en question, etc. Je pense que ça fait beaucoup effectivement dans mon cursus. Michel-Marie, un tel choix, j'imagine, impacte quand même aussi votre environnement, votre famille ? C'est clair, oui, bien sûr, mais c'est un accord avec mon épouse parce qu'effectivement, puis les enfants, parce que j'ai passé des jours, des heures et autres. Mais je pense que notre moteur aussi, c'était un de nos compatriotes au Marnais qui s'appelle Diderot et qui disait, c'était très simple, on n'a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Et je pense que c'est notre moteur, effectivement, et de rendre les autres heureux. Donc, on a vraiment un bon cap et là, c'est un bon moteur. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Michel-Marie, c'est le moment de votre choix. On écoute.
C'était bien sûr le prélude orchestral Ritt der Walküren, la chevauchée des Valkyries à l'acte 3, scène 1 de l'opéra Die Walküre, la Valkyrie, deuxième des 4 drames lyriques qui constituent Der Ring des Nibelungen, l'anneau du Nibelung, du compositeur allemand né en 1813 à Leipzig et mort à Venise en 1883, Richard Wagner, confident intime du roi Louis II de Bavière, interprété ici en 1951 par l'orchestre du festival de Bayreuth sous la direction d'Herbert von Karajan. Pourquoi le choix de cet opéra, Michel Marie, pour illustrer votre coup de cœur? Oui, on l'attache aussi à des aspects un peu négatifs de notre histoire, par exemple, mais moi... Là, vous faites référence, j'imagine, à la passion de Hitler pour Wagner. Tout à fait. Mais là, je fais un parallèle aussi avec une de nos compatriotes qui s'appelait Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc qui est une figure, et pourtant, elle aussi, elle est reprise par certains. Donc, oui, on peut faire tout ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Les symboles n'appartiennent pas forcément à ce qu'on croit. On est bien d'accord. Mais Wagner, là, cette musique, moi, me parle parce que, j'allais dire, elle me porte. Je pense que c'est un peu ce qui va... C'est un petit peu, justement, le message que j'allais passer après. Et voilà, elle nous porte vraiment, cette musique-là. En même temps, Michel Marie, lorsqu'on est comme vous, porte-parole du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, est-ce qu'on n'a pas des moments de... Alors, soit de déprime, soit des envies de hurler? Les deux, effectivement. Et puis de se sauver. Et puis de... Mais bon, il faut croire que, j'allais dire, il y a un aspect positif qui est là. Il y a un cap, il y a une lumière au fond. Voilà, c'est ça peut-être. Il y a une lumière au fond. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Peut-être le devenir, enfin je vais dire beaucoup de choses évidemment, mais si on parle localement, déjà c'est changer un peu le monde, mais c'est pas moi qui vais changer le monde, mais on veut tous aspirer à un monde différent, un monde meilleur, etc. etc. Changer la démocratie aussi, un mode de gouvernance différent, on l'a dit, on va pas le redire, mais j'allais dire aussi localement. Localement, là, on est dans ces territoires, cette Meuse et cette Haute-Marne et cette Lorraine et cette Champagne, où on a des atouts extraordinaires. Sauf qu'on y habite et on n'en est pas conscient. Il y a de l'espace, il y a de la qualité de vie, etc., etc. Et donc, moi, j'analyse un petit peu sur ce territoire autour de Bure, les 30, 40, 50 km, c'est catastrophique. Ça y est, on est en train de nous faire une poubelle nucléaire, on imagine, la pire poubelle nucléaire au monde. On imagine, donc c'est très négatif. Les analystes nous disent, d'ailleurs, l'Est républicain a fait un jour un questionnaire auprès de différentes personnes, et il y a ceux qui disent « Ah mais non, mais le nucléaire, là, les déchets vont nous amener à un développement économique extraordinaire. Il va y avoir des cerveaux qui vont arriver, il va y avoir tout un tas de choses, donc ça peut être que bénéfique. » Par contre, les opposants disent évidemment le contraire, mais non, pas du tout, ça va être un désert. Vous imaginez qui va vouloir habiter autour d'une poubelle nucléaire si elle se fait? Et puis il y a une troisième voie, c'est un peu la mienne, qui dit « Attendez, on peut peut-être voir les choses différemment. Pourquoi est-ce que tout est toujours en dualité? Est-ce qu'on ne pourrait pas toujours chercher une troisième ou une quatrième voie ?» Moi, je verrais bien autre chose. C'est vrai qu'on était dans un territoire, il y a 25 ans, en pleine désertification, 6 habitants au kilomètre carré. Les jeunes se sauvent, ne reviennent plus, etc., etc. Et là, arrive quelque chose. Ce quelque chose, au bout de 20 ans, à la longue, nous donne un électrochoc. J'appelle ça comme ça, nous fait ouvrir les yeux. Et résultat, on est un certain nombre à se dire, mais enfin... Puis on se bat contre ce truc-là, mais on ne pourrait pas se prendre un peu en main pour faire du positif maintenant. Alors le positif, c'est virons l'Andra, c'est un projet négatif, on vire l'Andra, et du coup on redécouvre ce territoire, il y a de l'espace, et tout un tas de gens qui sont positifs viennent amener leurs petites pierres, des maraîchers, etc. etc. C'est un service inattendu que le nucléaire rendrait au site de Bure et ses environs, Michel Marie. C'est un petit clin d'œil que je fais effectivement, avec du négatif, on peut arriver à faire du positif. Et c'est ça qui m'amène, moi, c'est que dans ce territoire, oui, on peut faire du positif, et on le voit de plus en plus où les gens justement reviennent et puis font des choses extraordinaires et se tiennent par la main alors qu'ils ne le faisaient plus avant. En vous écoutant, Michel Marie, est-ce que c'est la fin d'une époque? Est-ce que c'est la fin d'une période? J'allais presque dire c'est la fin de l'époque gaulliste ou gaullienne, sans parti pris politique, mais en tout cas, voilà, du chef qui décide que tout vient d'en haut. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de transition, on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'autonomie énergétique, on parle d'autonomie intellectuelle. Est-ce qu'on parle aussi d'anthroposphère, où on est finalement rentré dans... On a tellement marqué la Terre. Est-ce qu'on peut imaginer, Michel Serres disait que le 21e sera écologique ou ne sera pas, est-ce que on est en train d'entrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle sphère, peut-être de la conscience humaine? J'aime assez votre analyse ou votre questionnement, et qui est bien mieux dit que moi ce que j'aurais pu dire. Mais j'ai tendance à dire justement depuis quelque temps qu'on est à une bascule.
Pour moi, j'ai la nette impression qu'on est arrivé dans un... On est vraiment... Il y a ce vieux monde-là, qui n'est pas si vieux que ça, mais avec tous ces schémas dépassés maintenant, on aspire à autre chose. On parle de démocratie participative, mais ce n'est pas de la démocratie participative. La démocratie, c'est la participation. Donc pourquoi mes participatifs derrière? Donc on aspire... C'est peut-être précisément pour montrer qu'à l'heure actuelle, elle ne l'est pas. Oui, certainement. Mais c'est vrai que, moi je le dis assez maintenant, on est dans une période de basculement. Depuis 2-3 ans, il se passe des choses. Et ce qui était en sous-marin jusqu'à maintenant, très peu de personnes ne s'en rendaient compte, des petits milieux, des petits cercles. Maintenant, c'est effectivement, ça émerge dans le grand public, les AMAP, etc. Association pour le maintien de l'agriculture. Voilà, parce que ça, c'est du local, les gens le voient. Mais en fait, de ces expériences, enfin, c'est plus que l'expérience, c'est du concret. Il y en a énormément partout et dans tous les domaines. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Ça, c'est extrêmement positif. C'est ça qu'il faut vivre et c'est ça qu'il faut accompagner. Merci Michel Marie pour cet entretien. Merci infiniment Eric, parce que sans les médias, le citoyen ne serait pas grand-chose. Chacun son métier. Je rappelle Michel Marie que vous êtes l'un des 3 porte-parole du CEDRA, le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Et on a cessé dans cet entretien, Michel Marie, de parler de démocratie, d'éveil des consciences. Eh bien voilà, Internet aujourd'hui permet l'accès à l'information et il n'y a peut-être pas que l'énergie nucléaire pour alimenter les ordinateurs qui nous permettent d'avoir cette information précisément à disposition. Donc c'est un autre débat, ça sera peut-être une autre émission. En tout cas, sur YouTube, on trouve une série de 28 séances qui s'appelle Tcherno 23. Voilà, donc sur YouTube, Tcherno 23, 28 séances, et c'est la 4e qui évoque CIGEO. Et pour en savoir plus sur votre action, Michel Marie, et du collectif www.cedra52.fr.